Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel interlude culturel, bien évidemment, avec tout un tas de choses intéressantes, bien sûr. Comme il y a 2 semaines, c'est encore plus de BD et de séries que d'habitude. Et pas de film ce coup-ci. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, Eh ouais. cette fois-ci. Je crois que c'est le premier interlude, il n'y a pas de film. Non, peut-être pas. Ça, Je c'est sais sûr. pas, peut-être. Si, c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, vous avez pu voir le Voilà, le sommaire, qui il est était là. affiché juste Et comme d'hab, on espère que vous allez apprécier Ouais, et parce que que vous nous nous, direz ce que vous en pensez. on a apprécié ce qu'on va vous montrer et ça commence tout de suite. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk a straight and narrow track. If you walk with Jesus. Alors The Wire, c'est une série de David Simon qui a été commencée en 2002 et qui comporte 5 saisons Qui ne s'appelle pas du tout comme ça chez nous. et qui s'appelle Sur Écoute. C'est un nom qui fait sens parce qu'en fait The Wire c'est le fil de la ligne Sur Écoute. C'est un peu un micro quoi. Enfin, The Wire, voilà, c'est ça. ligne, micro. Enfin. Ouais. Alors en fait c'est une série qui se passe à Baltimore en fait. Et donc la première saison de base, l'idée c'est simplement qu'on va suivre une sorte de groupe de policiers. C'est ça. Qui vont mettre sur écoute une bande de dealers. C'est ça, c'est Et- sur la drogue. Donc voilà, donc, très basiquement en fait c'est en gros Baltimore c'est une ville qui est entièrement corrompue par la drogue et on va suivre un peu cette équipe là qui va mettre sur écoute du coup tous ces barons, enfin pas ces barons de la drogue parce qu'en fait t'as toute la chaîne de la drogue qui est représentée et en fait ça va être c'est un peu compliqué à expliquer ce que c'est que The Wire puisque c'est vraiment quelque chose de Mais c'est super global, dense en en fait. C'est extrêmement global si tu veux, c'est pas que sur quelques personnages, c'est sur la ville de Baltimore. En fait, oui, exactement. En fait, le personnage principal, on pourrait dire que c'est Baltimore. En fait, c'est pas comme dans n'importe quelle série où tu vas avoir un personnage principal. En fait, tu n'as pas de personnage principal. C'est tous les tu suis Forcément, t'as des personnages qui sont un petit peu plus importants que d'autres. récurrents que Mais, d'autres. mais tous les personnages ont tous une importance. En fait, c'est vraiment au départ. Comme les dealers. Et de quoi Les policiers comme les dealers. comme les dealers, comme en fait. Bah, la- de toute façon, il n'y a pas vraiment de gentils Alors, ou de méchants. En fait, non, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de gentil ou de méchant. C'est clair que ça c'est sûr. Là, En fait, la première saison va surtout se concentrer du coup sur la drogue en elle-même, le trafic de drogue, sur vraiment tous ces aspects-là. Après, on va avoir une deuxième série qui va être plus axée sur toujours un peu sur la drogue, mais avec différents aspects. Donc plutôt le marchandage, comment elle transite en Baltimore, avec Baltimore, d'autres villes. en fait, ce qu'il faut Pour rester voir, assez vague, mais donc ça commence à devenir plus large. sur chaque saison, en fait, ça va être un changement de point de vue par rapport à la précédente, en fait. En fait, elles abordent. Il n'y a pas vraiment de thème fort qui se dégage chaque saison, mais chaque saison va dégager un nouveau thème en fait. Et en gros, à la fin quand tu prends les 5 saisons, t'as toute la ville de Baltimore avec tout. Mais pour pas que ce soit trop riche et trop dense dès le départ, tu pars d'un truc assez petit, C'est donc ça. avec quelques personnages d'une petite unité et d'autres quelques dealers Et ça que tu retrouves dans chaque saison. Et en fait, petit à petit, t'as Ça se tout développe, cet ça se offre. développe, Voilà, et exactement. puis à la fin, Et à la t'as fin, ça devient Baltimore. super dense. Et en fait, à partir des saisons 3 à 4, ça s'attaque à la politique. Et là, dans la dernière saison, t'as le journalisme. Donc en fait, t'as tout finalement. Enfin, t'as une grosse partie qui est couverte. C'est tout le système en fait de Baltimore est évoqué. Et Exactement. Baltimore, c'est pour ça que c'est un personnage à part Et entière. ce qui est fantastique avec The Wire, c'est que c'est pas une série, c'est un documentaire en fait. C'est vraiment tout. En fait, les personnages de The Wire, c'est pas des acteurs en fait, c'est les personnages de The Wire. T'as l'impression. Ils ont pris, par exemple, il y a un des personnages qui s'appelle Snoop qui apparaît dans la saison 3, il me semble, qui est un personnage super important dans la suite de la série. Non, c'est une dealeuse, tu vois. Et en fait, c'est vraiment une gangsta et maintenant, actuellement, elle est en prison. Hein. Donc c'est quand je te dis que c'est vraiment un documentaire, ils ont été cherchés, ils tournent sur place, ils tournent dans les rues avec et en fait et Baltimore, il y a rien qui est propre, tout est sale, tout est sale partout. Donc tout est sale notamment dans la ville, donc vraiment la ville elle est filmée telle qu'elle est. Donc t'as pas de filtre, il y a aucun effet spéciaux dans The Wire, aucun, zéro. Tout est filmé genre en mode brut. Naturel. C'est ça, tout est naturel. Ils filment brut de décoffrage et c'est ça qui fait que la série est encore pour de vrai, les acteurs, c'est les gens investis. ça reste quand même des acteurs, mais toi jamais tu fais un acteur. Enfin, genre, j'ai vu l'acteur de McNulty après dans John Carter que j'avais piqué le Blu-ray à jus, mais j'étais aberré quoi. Mais non, mais qu'est-ce que tu fous là? Retourne dans The Wire, quoi. Tu t'es perdu. C'est un personnage génial dans The Wire en plus. Et ce qui est vraiment incroyable, en fait, The Wire, du coup, je me suis lancé dedans. Tout le monde dit que c'est la meilleure série de tous les temps, et du coup, tu te lances dans The Wire avec une certaine grosse pression. Et c'est une série qui est un petit peu dure à appréhender au départ parce que vu qu'elle est tellement touffue que c'est ça. Le début. En fait, faut savoir un petit peu défricher si tu veux. En fait, exactement. En fait. Faut savoir passer pour faut savoir finalement défricher rentrer dedans. en fait
au départ, tu vas suivre. Ça va être assez dur de comprendre quel personnage fait quoi, etc. Les premiers épisodes, vu que t'as un rythme qui est assez posé globalement, même si tu vas avoir des pics d'intensité forcément, mais globalement le rythme est assez posé. Et il y a certaines personnes qui ont un peu de mal à rentrer dedans. Moi, globalement, j'ai pas trop eu de mal. J'ai mis un peu de temps, moi, quand même, parce que c'est assez rebutant, si tu veux, je trouve. Non, mais c'est ça. J'ai un peu plus de mal. Mais finalement, c'est tellement gratifiant parce que tous les personnages sont vraiment. En fait, des personnages, ils sont jamais superficiels en fait. Et même le gangsta de base, qui est un mec qui est la sous-main de la sous-main du mec, et bah en fait, quand il est toujours là dans la saison 5, et bah finalement, tu finis par le kiffer ce mec-là. Alors que dans la saison 1, c'était un mec, tu te disais, se trouve, c'est un gangsta qui va clamser comme ça ou quoi. Et ils ont tous différentes strates de personnalité en fait. The Wire tient vraiment grâce à tous ces personnages qui vivent dans un écosystème qui est fantastique quoi. Et surtout vraiment encore une fois la performance d'acteur qui est juste incroyable. Les mecs c'est dingue, c'est d'un naturel si tu veux. C'est vraiment il y a pas une ligne de dialogue qui ressort en te disant ah putain ça on sent que c'est un peu écrit pour le truc. C'est jamais t'as l'impression qu'il y a rien qui est écrit alors qu'il y a tout qui est parfait. Et c'est une série qui a carrément révolutionné un petit peu on peut dire le monde de la série quand c'est sorti quoi. Non mais là en soi déjà le parti pris de vraiment de tout filmer en mode comme ça, tu vois, genre t'as les acteurs caméra au point quoi. Et pourtant c'est super bien écrit, mais t'as absolument jamais l'impression que c'est écrit. Enfin jamais je me suis dit ce dialogue il est écrit. T'as juste l'impression de regarder les mecs en fait dans la série qui sont. T'as juste l'impression de les regarder en fait. Genre vraiment c'est pour ça que je dis que c'est un documentaire en fait. T'as l'impression d'être dans ton canapé chez toi, mais tu regardes comment c'est chez eux, tu vois. Et pourtant t'as toujours des trames scénaristiques qui sont super intéressantes. Et en même temps non seulement c'est ça, mais en plus du coup ça défonce mais tout le système américain, mais de A à Z quoi. Genre je le regarderai pas. Ah là c'est sûr que t'as pas de drapeau américain qui flotte au vent avec mais ça défonce mais c'est tout qui est implicite en fait. C'est jamais on va te dire oh c'est mal, oh c'est horrible, oh, c'est genre juste tout découle tellement naturellement. En fait c'est filmé brut de décoffrage mais ça l'est jamais. Et en fait ce qui est remarquable du coup d'autant plus remarquable avec Voyeurs, c'est vraiment la façon dont finalement tout est naturel et en fait tout est naturel mais de manière excellente quoi. C'est genre jamais tu vas te dire vraiment dans une série dans Dexter par exemple tu vas dire enfin là c'est un peu chelou ou alors dans Lost non mais c'est complètement couille ou tu vois genre et là jamais tu vas te dire ça parce que c'est juste comment les choses se découlent naturellement. Alors il y a juste un ou deux petits trucs tout prévisibles en fait un truc prévisible et un truc un peu pas absurde mais un peu moins digne de Voyeur dans la saison 4 fin de la saison 4 qui m'ont un peu mais en fait le problème c'est que la série chahuté mais tout est tellement parfait tout le temps en fait que le seul petit accrochage qu'il y a eu ça m'a un peu saoulé du coup tu vois. Je me suis dit bon en fait c'est tellement ouf à tous les niveaux tout le temps que dès qu'il y a un petit accro tu te dis putain. En fait il y en a jamais, c'est juste à ce moment là où il y a j'en ai eu 2-3 quand même. Ouais bah après je pense que c'est un peu personnel en fonction des endroits mais je sais pas combien d'épisodes ça va quoi. ouais c'est 5 saisons de 12 épisodes 5 saisons de 12 épisodes et c'est des épisodes d'1 heure avec le dernier épisode de chaque saison généralement qui est un peu plus long 1h20. La première saison je pense qu'ils devaient pas trop savoir s'ils allaient pouvoir faire la suite ou pas parce que elle essaye de conclure un peu alors que finalement tu sens que c'est un truc beaucoup plus vaste parce qu'en fait c'est The Wire, c'est vraiment ce qu'il y aura dans la suite donc tu sens que c'est un truc beaucoup plus vaste mais ils essayent un peu de conclure donc la fin est un peu rapide mais sinon tout le reste est vraiment et puis la fin de la série déçoit carrément pas quoi. Et puis non okay, bah la fin elle est tu sais genre c'est rien de grandiloquent ou quoi comme d'hab c'est The Wire et c'est juste parfait quoi point. Et franchement enfin c'est une série même là vous pourrez vous dire oh, il me la survend et tout j'ai peur de m'y lancer mais en fait non même pas enfin moi on me l'avait genre vendu comme le Graal aussi et c'est vraiment un truc monstrueux et moi de me dire que j'ai plus d'épisodes de Voyeur à regarder ça me rend trop triste parce que et pourtant je pense je regarde pas moi je me dis ça va tant que j'ai pas vu j'ai pas vu et pourtant le problème enfin le truc c'est que de toute façon ça rimerait à rien de faire une suite parce qu'ils ont couvert tout ce qu'ils voulaient couvrir. C'est ça le reste ce serait que du surplus, ce serait peut-être du très bon surplus du très bon bonus. Ils ont su s'arrêter exactement là où il fallait s'arrêter quoi. Au début des années 2000 et sur la chaîne HBO. Oui voilà c'est pas HBO qui est beaucoup réputé de nos jours puisqu'ils font trop détective, ils font Game of Thrones. À l'époque c'était The Wire, il y avait Six Feet Under, il y a plein de trucs HBO c'est ouf. C'est ouf HBO. Ouais voilà donc plein de trucs. Donc voilà donc franchement surtout ils ont des scénaristes, ils sont des bêtes de scénaristes les mecs. Bah ouais c'est clair et puis c'est pareil au niveau juste de la réelle, pareil au niveau de la musique et tout t'as pas de enfin tout est vraiment genre comme si t'étais dans la rue tout le temps quoi. C'est dans la rue avec eux et c'est crade et vraiment s'il y a en tout cas bon moi je suis pas quelqu'un qui regarde énormément de séries mais à mon avis s'il y a une série que vous devez voir c'est ça et il y a pas c'est lourd à regarder quand même et il y a pas besoin d'être de kiffer genre le délire gangsta ou quoi, c'est pas du tout ça hein. C'est juste vraiment enfin moi je suis pas du tout dans ce délire là et c'est juste wesh et non il y a vraiment pas ça effectivement comme tu dis c'est un peu lourd c'est-à-dire qu'à la fin de chaque saison moi généralement j'étais bien en bad et j'attendais bien 3-4 mois avant la suivante tu vois.
Généralement, enfin après il y a plein de gens qui l'enchaînent, mais perso moi j'ai jamais pu enchaîner 2 saisons, j'ai dû mettre 1 an et demi à tout voir quoi, les 5 saisons. Moi, Donc, moi à chaque fois, parce que justement j'étais sur le truc, j'étais ok, je peux pas laisser ça comme ça, je regarde la suite. Et en fait, souvent tu regardes le premier épisode de la saison suivante et tu te dis bon là je peux attendre peut-être 1 ou 2 jours, tu vois ça. non mais genre quand je regardais une saison, je la torchais en 2 semaines, mais après je laissais du temps de digérer quoi. Mais j'étais toujours allez, cette fois je m'y remets. Et tout. Enfin, voilà donc à voir absolument. C'est jamais trop, c'est jamais pas assez, mais c'est toujours excellent. Franchement c'est parfait quoi, honnêtement. It's not TV. Et je dis pas ça souvent. Quiet, almost quiet, like a song. Alors la trêve de Primo Levi, en fait c'est la suite de Si c'est un homme de Primo Levi qui est sorti en 1963, donc c'est-à-dire pas mal de temps, une dizaine d'années après Si c'est un homme. C'est un homme, on en a parlé dans un précédent interlude. Effectivement. Vers lequel on vous renvoie. Voilà, et donc voilà, parce que c'est la suite entre guillemets, mais ça peut se lire indépendamment, mais pour moi c'est vraiment un diptyque, je vais expliquer pourquoi, qui est vraiment lié. Donc en fait, Primo Levi, donc c'est un juif qui est italien qui a été déporté pendant la guerre, et qui a été déporté du coup à Auschwitz. Donc sans refaire l'interlude précédent, Si c'est un homme nous racontait de l'histoire de sa déportation jusqu'à la libération du camp par les Russes. Et en fait ça s'arrêtait là, et ça a été suffisant pour ce qu'il voulait vraiment exprimer et expliquer tout le fonctionnement du camp, sa vie là-bas, et effectivement l'expérience sociologique dans sa globalité vue de l'intérieur. Là aussi on vous renvoie vers le et en fait ça avait un Maoz dont on a parlé dans un précédent interlude aussi, et qui en parle très très bien. C'est pas le même camp, mais effectivement c'est pas la même histoire non plus. Je l'ai lu récemment si tu veux, mais je trouve qu'il parle super bien de ça avec beaucoup de recul. Donc tu valides l'entretien interlude. Je valide carrément ton ancien. C'est bien, t'avais fait du bon travail. Tant mieux, j'en suis heureux. On se fait nos recommandations nous-mêmes en fait. Et du coup en fait ce livre était génial, mais il avait une fin assez frustrante entre guillemets, dans le sens, même si c'était la fin où il fallait s'arrêter, à la fin il meurt pas quoi. Putain, fait chier quoi. Mais c'était s'il a écrit la suite. Il a écrit le premier livre. Oui déjà. À partir de là. Mais c'était assez frustrant parce qu'en fait il était toujours au camp, le camp était libre, mais il était pas du tout rentré chez lui. Et effectivement, vu tout ce qu'il va traverser dans la trêve pour rentrer chez lui, je suis hyper heureux qu'il ait fait ce livre, parce que la trêve en fait ça raconte le voyage de retour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la libération, les mecs sont pas rentrés chez eux en mode peace and love. Déjà, et puis la guerre n'était même pas terminée, parce qu'il a été libéré. Alors je vais pas dire ici, je crois que c'était vers janvier 1945, et c'est que la fin de la guerre c'était que le 8 mai 1944. Non mais voilà, on a tendance à assimiler beaucoup de choses, c'est-à-dire la libération de Paris c'est la fin de la guerre. Non. La libération des camps c'est la fin de la guerre. En plus ils n'ont pas tous été libérés en même temps, c'était l'avancée des Russes. C'est ça, l'avancée des Russes, et surtout la désertion générale des Allemands petit à petit qui se cassaient. Et donc en fait par exemple typiquement au début quand tu plonges dans la trêve, tout de suite en fait c'est l'horreur, parce que tu replonges directement dans l'horreur du camp et que t'as tout le monde qui est en train de mourir, et les Russes ils évacuent le camp petit à petit, mais il y a encore il y avait des dizaines de milliers de personnes dans le camp, et il y a encore au moins une dizaine de milliers de personnes qui sont en train de mourir, tous les malades en fait ils sont en train de mourir, et les Russes ils évacuent petit à petit les plus malades d'abord vers leur camp pour les soigner, mais il y a tellement de monde que Primo Levi reste encore une semaine parmi tous les mourants, les diphtériques et tout. Enfin tu replonges directement dans l'horreur et tu te dis oh là là, ça va être encore un livre trop horrible. Et puis il raconte ça d'un point de vue masculin, parce que d'un point de vue féminin aussi il faut savoir qu'il y a eu énormément de viols à cette époque-là de la part de l'armée russe, et pas que de l'armée russe, les Américains aussi sur les Français de Paris. Mais c'est pas du tout le sujet. Mais tu vois, il y a pas qu'une horreur. Alors juste pour caser ça directement, il reprend son style que je trouve parfait objectif de témoin, tu vois. Genre encore une fois, exactement, de témoin sociologique, encore une fois, il est pas là pour raconter se plaindre, dire que c'était horrible, etc. Non, c'est ça, c'est pas du tout ça, c'est genre exactement comme dans Si c'est un homme, il va raconter comment ça s'est passé de manière genre juste super naturelle, et voilà, il va raconter les événements, et du coup ça va être son épopée. Sauf qu'en fait la trêve c'est un livre qui est vachement plus joyeux, parce qu'en fait c'est justement la trêve, c'est la fin de la guerre, et du coup c'est le retour à la vie peu progressif de tous ces gens là. Et en fait d'abord il va être dans un camp russe, puis il va finir par s'échapper, parce que les Russes ils les font travailler quand même, tu vois. Du coup il va finir pas par s'échapper, parce qu'en fait ils sont pas contrôlés en fait. Contrairement aux Allemands qui sont justement super méthodiques, précis, etc. Les Russes en fait ils s'en battent les couilles. C'est pas ça, c'est que les Russes en même temps ils arrivaient
mauvais si tu veux. Non, Ils non, ont pas eu le en temps fait, de non, prévoir c'est leur vrai, non, c'est pas ça, c'est vraiment une différence de mentalité totale. Genre, les Allemands, quand tu l'écoutes, ils sont vraiment genre super carrés et tout, alors que les Russes, ils sont pas du tout organisés, ils s'en foutent, ils ont des camps avec. Non, mais genre, tu vois, ils ont des camps par exemple avec des gardes à l'entrée, mais derrière, il y a des trous dans les barrières et tout, ils le savent très bien, mais ils s'en foutent. Et genre, tu peux sortir du coup, enfin, non, tu peux genre rentrer dans le camp avec ton ticket pour rentrer, tu passes le ticket avec ton même nom, tu vois, à ton pote par la barrière de l'autre côté, et il passe, il dit ton nom et il rentre aussi. Enfin, tu sais, ils le savent très bien, ils s'en foutent, tu vois. Genre, c'est juste vraiment pour dire que les Russes, et du coup, autant t'avais le côté allemand vraiment dans Si c'est un homme, autant là t'explores un peu le côté russe, et humainement c'est super intéressant parce que du coup, bah, justement, tu vois ce côté-là. Et ouais, non mais voilà, c'est différent. Je sais que t'aimes pas les Russes, c'est ton côté boche, mais et en fait vraiment ce qui est remarquable dans La Trêve, donc au début vu qu'il est pas du tout connu, enfin il est vachement moins connu, c'est un homme est très connu, et La Trêve est pas du tout connu, et du coup moi je savais pas vraiment à quoi m'attendre, et j'ai été surpris parce qu'en fait c'est un livre qui a une allégresse, genre vraiment tu redécouvres trop les plaisirs simples, en fait tu redécouvres les plaisirs simples de la vie en même temps que Primo Levi lui-même. Donc c'est à dire que genre juste le fait d'être avec ses potes italiens dans un champ par une nuit d'été, juste libre et tout, enfin genre ça te procure trop de sensations parce que t'as vraiment envie d'aller t'étaler dans l'herbe avec les Polonaises qui sont dont tous leurs maris se sont fait tuer, et elles aussi qui redécouvrent le plaisir de la vie et tout. Mais Maus parlait un peu de ça aussi. Pour boire un peu de vodka tranquille, et ou alors aller négocier avec des paysans qui parlent russe, et pour récupérer un poulet et remanger un poulet grillé. Enfin, c'est genre vraiment genre des plaisirs super simples, et qu'ils avaient perdu, même se balader en forêt, quoi. Genre je lisais ça dans le métro, et Primo Levi parlait du plaisir d'être seul, juste d'être seul, tu vois, parce qu'à un moment ils vont être dans un camp, enfin pas un camp, c'est juste une maison où ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais il y a une grande forêt à côté, et en fait ils passent des journées à se balader en forêt, et moi j'étais dans le métro, et moi qui kiffe genre me balader en forêt, tu vois, j'étais là, oh c'est horrible, j'ai trop envie d'aller me balader en forêt, mais je dois bosser putain, pour payer mon loyer. Et pas libre. C'est clair. Vive les Russes. Et Poutine. Et du coup et du coup ce qui est vraiment, et du coup c'est vraiment génial, je trouve, comment il raconte tout ça, mais c'est juste naturel, tu vois. Mais la manière dont la transition est faite petit à petit, et puis le 8 mai quand la fin de la guerre est déclarée, mais l'allégresse totale qui s'empare de tout le pays, il passe en Russie ou en Pologne, enfin il voyage et tout, et en fait c'est un voyage, il rentre chez lui que vers la fin 1945, donc en fait il fait genre une dizaine de mois de voyage pour rentrer en Italie, parce qu'ils sont trimballés de train en train, les Russes, personne sait où ils doivent aller, donc ils les renvoient ailleurs, tu vois, genre ils s'en foutent, et puis ils ont tellement de dizaines de milliers de déportés de partout, enfin c'est vraiment une anarchie totale, et il y a un retour à la vie. Et donc vraiment, si vous avez aimé Si c'est un homme, enfin pour moi c'est impératif de lire La Trêve, parce que ça forme vraiment un diptyque, t'as genre la plongée dans l'horreur, tu vois, et puis la remontée, et voilà, vraiment le retour à la vie, et le retour à l'espoir, et le retour à l'humanité, quoi. De toute façon. Et moi, pour moi, avec ce diptyque, en fait, Primo Levi il rentre vraiment dans une lignée d'auteurs qui est genre vraiment humain, et qui arrive vraiment à te transmettre un truc sans trop en faire, jamais, juste comme ça, juste il raconte. Et il raconte, et t'es transporté, quoi. Donc c'est vraiment un livre que je conseille vraiment. Pour faire rapidement à nouveau le parallèle, c'est Maus, je trouve que c'est pareil à ce niveau-là, c'est super, parce que c'est à idée, t'es témoin en fait, et c'est le père qui te raconte, et du coup t'as plusieurs stades de narration, et tu sens vraiment que le père raconte son horreur au fils, et du coup le fils, lui, il doute, tu sais, comment vraiment raconter ça, et cette plongée dans l'horreur petit à petit, il sait pas s'il va bien savoir le rendre, et c'est ça qui est fantastique. Ouais, après c'est très 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 différent de Maus. Oui. Non mais genre même dans la façon dont c'est raconté et tout, mais effectivement l'authenticité, c'est le même genre d'authenticité. L'idée d'être témoin du truc. L'idée d'authenticité, c'est exactement ça, quoi. Donc je vous conseille impérativement, surtout si vous avez lu et aimé Si c'est un homme, pour moi faut lire La Trêve ensuite. Run boy run, this world is not meant for you. Run boy run, they're trying to catch you. Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot. Donc c'est surtout connu pour l'adaptation qui a reçu la Palme d'Or. Ouais. Oui, la Palme d'Or, le film. Oui, mais c'est l'adaptation. Donc c'est La vie d'Adèle. Voilà. Et Adèle Exarchopoulos. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, si vous voulez acheter la BD, il y a toujours un gros contour bleu avec une base bleue en bas dégueulasse, adapté adapté librement par. Tu vas l'enlever ? Moi je l'ai viré, tu crois quoi ? Ah oui, d'accord. Voilà, c'est juste un par-dessus. C'est un par-dessus. Mais je veux dire, c'est moche, tu vois, et surtout surtout déjà que je trouve l'arrière de la BD, la première page vraiment magnifique. Et il faut le dire, cette BD, ce fut une véritable claque artistique, mais ce fut une baffe
sensationnelle, je la trouve absolument magnifique. Je vous montrerai, je mettrai en post-prod quelques images, mais c'est super beau à voir. Alors en fait, qu'est-ce que ça nous raconte ? Dès le début de la BD, en fait, ce que tu vois, c'est que tu vois une fille, alors je ne sais plus son nom, qui rentre en fait chez les parents de son ancienne petite amie qui est morte. C'est Clémentine et Emma. Voilà, je crois que c'est Emma en fait qui revient donc chez les parents de Clémentine, et Clémentine est morte, mais elle lui a laissé un journal. Et en fait, ça retrace l'histoire de ces deux filles qui s'aiment, puisque pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même une BD qui parle des relations homosexuelles, donc lesbiennes plus précisément même. Et en fait, ça nous raconte donc l'histoire, si tu veux, l'histoire d'amour, comment se construit l'histoire entre ces deux filles. Alors en plus, c'est écrit dans les années 94, si tu veux, ça se place dans les années 94. La BD est sortie en 2010. 90, ouais. C'est sorti en 2010 et ça a reçu le prix d'Angoulême, quand même, directement. Angoulême, calme. Au calme. Et en fait, ce qui est vachement bien, je trouve, c'est que ça décrit très bien la société de l'époque. C'est-à-dire que les parents riches ont un petit peu plus de facilité, si tu veux, à accepter que leur fille soit homosexuelle, alors que les parents plus de la société moyenne, j'ai envie de dire, de la classe moyenne, n'y arrivent pas du tout et sont vraiment en rejet total par rapport à ça. Et du coup, tu as certaines réactions qui font un peu bondir, si tu veux, parce qu'aujourd'hui c'est pas rentré dans les mœurs, parce que c'est encore pire que tout aujourd'hui, parce que je trouve que c'est encore plus d'actualité, tu vois, c'est écrit comme si... Ça a changé depuis il y a 2 ans, quoi. Ouais. Ça s'est amélioré. Ouais. Bah, disons que maintenant que c'est passé, beaucoup. On arrête de faire des remous. Mais voilà, je trouve que quand c'est sorti, ça c'était d'actualité, mais un truc de fou. Et vous devinerez plus ou moins ce qu'on en pense. Et finalement, moi je trouve ça absolument magnifique, déjà parce que le style graphique est sensationnel, mais l'histoire en fait est d'une simplicité extrêmement touchante. C'est assez naïf par moments, mais c'est pas de la naïveté idiote. Ouais. Tu vois, c'est pas de la naïveté genre je t'aime, ah moi aussi, non. C'est pas Papillon. Voilà, c'est pas Papillon. Tout à fait. Non, en fait, moi je trouve que parfois ça tire un petit peu, si tu veux, de grosses ficelles. C'est un peu tire-larme par moment, clairement, mais c'est tellement bien exécuté, c'est tellement bien raconté, et surtout c'est tellement beau, enfin à regarder. Oui. Et puis même ça se lit très très vite et les personnages sont très attachants, l'histoire se développe très bien, très vite, et surtout, enfin, il y a une vraie évolution dans le bouquin et dans la mentalité, dans la façon de penser, si tu veux, des personnages. Au début, forcément, la nana, elle est dans le rejet, si tu veux, de son homosexualité. Elle dit c'est pas possible, je peux pas vraiment être amoureuse d'une fille. Et puis, elle essaye avec des garçons et elle voit que ça marche pas. Et elle essaye avec donc cette Emma, Clémentine, et il y a un truc qui se passe, tu vois, il y a une émotion, il y a une étincelle, et forcément. Tout ça, c'est merveilleusement bien raconté par Julie Marot, qui je trouve a fait un vrai boulot exceptionnel, ne serait-ce que déjà au niveau du dessin. Qui colorie. Ouais. Ah, ça c'est bien. Arrête de sur cette page. Oui, il y a la scène. Il y a une scène. J'ai juste lu la scène qui m'intéresse. Mais elle est bien foutue. Hein. Elle est bien foutue. Tu vois, elle est pas Non, mais elle est pas vulgaire. Non, elle est vraiment. C'est juste, ça décrit bien. Alors, c'est un peu parti pris quand même. Hein, on va pas se mentir. Mais en même temps, ça. Faut oser des fois. Ouais, mais ça décrit très bien la chose. Et ça pointe pas non plus. Ouais, si tu veux. Ça pointe pas non plus forcément du doigt ceux qui voient ça d'un mauvais œil, puisque le père de Clémentine voit ça très très mal et finalement n'arrive même pas à faire la part des choses entre l'amour qu'il a pour sa fille et l'amour que peut avoir sa fille pour Emma. Et je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est dans la retenue, c'est de l'émotion qui est finalement assez fine. Et j'ai pas vu le film. Par contre, il est très très long, le film. Donc on en reparlera peut-être pendant une prochaine interlude, mais moi je l'ai vu et j'ai un avis qui est assez mitigé en tout cas. Mais là, tu vois, c'est du condensé de film. Ouais. Donc je pense que ça passe mieux en fait. Le film s'appelle chapitre 1 et 2 et je me suis toujours demandé pourquoi il y avait une suite. Non, pas pour c'est pas. Non, alors là à la fin, s'ils nous font une suite, le bleu est une couleur chaude d'eau. What the fuck. Je me suis dit, il y a plusieurs tomes, tu vois. Non, mais je sais pas ce que c'est. Tome 1 et tome 2, puis. Ouais, tu sais, un petit peu comme Nymphomaniac, tellement long que je sais pas. Non, mais chapitre 1 et 2. Il s'arrête. Ah, si, peut-être la première. Non, je sais pas, mais peut-être, tu sais, la première partie, le fait de découvrir son homosexualité, la deuxième partie, le fait de la vivre. C'est peut-être. J'en sais rien, me demande pas, je suis pas à la place du Réal, faut pas chier. Ouais, je sais pas, moi ça m'a toujours surpris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je vous la recommande chaudement.
comme le bleu. Bravo. Et merci. C'est tout pour moi. Et si vous avez l'occasion de tomber dessus, souvent cette BD est disponible à votre médiathèque ou quelque chose. Prenez-la. Lisez-la, ça se lit vraiment très vite, 1 heure, 1 heure et demie, c'est bâclé et je pense que vous allez vraiment ressortir. Bouclé. T'as dit bâclé. C'est bâclé parce qu'on lit vite aussi. Mais on revient très facilement dessus, rien que pour la beauté des images et ce que ça raconte d'une manière simple mais très belle. Ok, bah écoute, ça m'intéresse. La BD Axolot avec en auteur principal écrit Patrick Beau. Alors Patrick Beau, vous le connaissez peut-être de la chaîne Axolot du même nom sur YouTube, qui est en fait une chaîne qui est là pour montrer un petit peu tous les événements un petit peu extraordinaires qu'on peut trouver. C'est la BD reprise de la chaîne. Pas de la chaîne, du blog. Du blog. Parce qu'à la base, ce mec-là, donc Patrick Beau, c'est un gars qui a fait donc de la radio, et puis après qui s'est dit, je vais faire mon propre blog, si tu veux, où je vais donc décrire des histoires extraordinaires, des choses vraiment très intéressantes. Quand les blogs étaient encore à la mode. Non, mais son blog marche toujours et il est toujours vraiment super bien. Il y a beaucoup d'anecdotes dessus. Tous les blogs Skyrock. et beaucoup de choses dessus très très intéressantes. Et là, en fait, c'est donc la BD Axolot. En fait, c'est la mise en image et la mise en BD de toutes les histoires qu'il a pu raconter, donc ce Patrick Beau, par différents auteurs et donc différents styles de BD qu'on va avoir au fur et à mesure. Là, par exemple, le premier truc, c'est Mike le poulet sans tête. Il faut savoir qu'un poulet sans tête a vécu pendant à peu près 18 mois. Le poulet n'avait aucune tête, mais il y a une explication à la fin qui est donnée. Et en fait, c'est une histoire vraie ou c'est quoi ? C'est une histoire vraie. Donc voilà, on a toujours la BD comme ça. Et à la fin, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a la note d'Axolot, donc Patrick Beau qui fait son explication par rapport à l'histoire et qui rajoute parfois certains détails, parfois certains trucs, etc. Axolot, il fait quoi ? Parce que moi, je connais pas du tout le blog ni la chaîne. Alors Axolot, je t'ai dit, c'est juste trouver des histoires extraordinaires dans le monde. D'accord. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est vraiment tout plein d'histoires extraordinaires. Par exemple, tu savais qu'un poulet sans tête avait vécu 18 mois, toi ? Bah voilà. Et c'est ça, en fait, qui est super intéressant dans le bouquin. Et en plus, il va mettre plein de petites anecdotes à côté. Par exemple, cabinet de curiosité. Il y a plus d'atomes contenus dans un verre d'eau que de verres d'eau contenus dans tous les océans de la planète. Oh. Quoi ? Il y a plus d'atomes contenus dans un verre d'eau que de verres d'eau contenus dans tous les océans de la planète. Dans un verre d'eau, t'as plus d'atomes. Okay. Tu vois le truc ? D'accord. Ou alors, dans les manuscrits du Moyen-Âge, on peut voir de nombreuses scènes de combat entre les chevaliers et des escargots. Personne ne sait vraiment pourquoi. Tu vois, ce genre de truc, plein de petites anecdotes qui sont vraiment super sympas. Et avec ça, t'as des BD donc qui sont vraiment des styles graphiques complètement différents par rapport à avant. Et du coup, c'est sympa parce qu'il y a plein d'auteurs qui sont tous mentionnés. Geoffroy Monde, Adrien Méniel, Marion Montaigne, Guillaume Long, etc. Erwan Surcouf. Parce que c'est Guillaume Long, pas Guillaume Long. Guillaume Long. Ouais. Long, okay, long ou long, je sais pas. Oui, c'est long. Pardon, je ne sais pas. Si j'ai écorché ton nom, désolé. Et en tout cas, la BD est super sympa. En fait, le seul problème, c'est que si vous suivez le blog Axolot, toutes les histoires qui sont racontées dans la BD sont déjà présentes sur le blog. En fait, il n'y a pas d'histoire inédite racontée par le personnage. Mais en même temps, si tu veux, comme c'est pas lui qui est l'auteur des différentes BD, c'est plutôt c'est vraiment mettre en avant les auteurs des BD là. Et c'est vraiment intéressant. Voilà, et c'est super intéressant. Il y a même des petites anecdotes très rapidement où par exemple, la dissonance cognitive, etc., où on vous dit que le monde, en fait, il est pas ce qu'il est, et finalement, tu vas repeindre le monde à ta façon pour te dire, finalement, le monde, c'est bien ce que je pensais. Tu vois, ou alors quand on dit, c'est toujours quand on va aux toilettes, par exemple, qu'il y a un coup de téléphone, il t'explique aussi pourquoi. Pourquoi en fait c'est faux. Pourquoi c'est faux de penser ça ? C'est parce que c'est parce que ça fait chier, c'est parce que en fait t'oublies tous les autres moments où on t'appelle alors que c'est normal. Tu te souviens des trucs quand ça n'est pas normal. Et du coup il y a plein d'histoires intéressantes qui sont très bien racontées. Surtout il y a des BD qui sont vraiment superbes. Il y en a qui sont un peu longuettes, mais il y en a vraiment quelques-unes qui sont magnifiques. Il y en a qui sont très drôles. Là par exemple il y en a une sur ce qu'on appelle les rêves lucides. Et qui est vraiment super belle et très très intéressante à lire, surtout avec la note à la fin. Il faut savoir qu'il y a il y a plus de 50 personnes dans le monde qui ont déjà expérimenté ce rêve-là, et il y en a qui ont carrément ça de manière chronique.
Donc je vous laisse faire une recherche sur les rêves lucides, mais c'est quelque chose d'assez horrible. C'est l'impression qu'on est en train de mourir, voilà. Tout simplement. Mais c'est cool. Et donc finalement c'est vraiment quelque chose que je recommande, mais pas au prix fort. Parce qu'il est quand même, il est vendu, je crois, 20 ou 30 euros. Ouais. Alors Axolotl, je sais plus comment ça s'appelle exactement l'animal, mais c'est plus. Non, c'est plus en axolot. C'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit comme ça l'animal. Ah bon, ouais. Et donc ouais, à l'arrière. Ça s'appelle ce machin avant de connaître l'existence de la chaîne. Ouais, voilà, mais c'est un animal qui est super bizarre en fait. Et donc voilà, Libon vous raconte une histoire à faire un prince. Ouais. Ça s'écrit autrement. Ah, peut-être qu'il y a 2 L. Ouais, j'en sais rien. Enfin bref, je vous recommande ça, mais pas forcément au prix fort, parce que je sais plus si c'est 20 ou 30 euros, mais si vous avez déjà lu le blog, il n'y a pas grand intérêt. Et je vous conseille d'autant plus le blog ainsi que la chaîne YouTube où il explique plein de choses et c'est super intéressant. Axolotl. Voilà, il y a un L à la fin en fait, à la place. Et donc voilà, moi j'ai vraiment pris pas mal de plaisir. J'ai fait découvrir quelques histoires à ma mère où elle était sérieuse là, ça existait. Les notes d'Axolotl, elles sont intéressantes. Les notes d'Axolotl, ouais, sont intéressantes parce qu'ils rajoutent quand même quelques détails, quelques anecdotes, tu vois, un petit peu plus. Par exemple. Parce que ça a l'air assez court, c'est un tout petit texte. C'est ça, mais en fait le gros est expliqué dans la BD. Voilà, donc finalement, soit tu connais l'histoire et forcément tu connais un petit peu ce qu'il y a de la note, soit tu lis la BD, t'apprends l'histoire, tu lis la note, ou alors la note c'est pour un peu plus clarifier parce que certaines BD, si tu veux, ont un côté un peu mystique. Puis il a l'air un peu joli, il a l'air assez joli. Ouais, l'ouvrage est vraiment beau. Il est aussi cher, je pense. Ouais, aussi. Ça, et faut savoir qu'il a sorti un autre bouquin, mais cette fois un livre que je lirai à l'occasion parce que c'est vraiment quelqu'un qui je trouve est très intéressant à écouter et que je vous reconseille, que je vous recommande. Donc Patrick Beau ou la chaîne Axolotl ou alors la BD. Ou alors nous. Oui, nous aussi on est bien. Merci d'avoir regardé cette interlude jusqu'au bout. On espère que toute la panoplie d'œuvres et de choses culturelles, ça ne pouvait que vous plaire. Puisque forcément. Ça nous a plu et qu'on est objectif et qu'on est bon, forcément. Ça peut être que bon, au final. Bref, merci d'avoir été aussi présent et surtout n'hésitez pas à débattre de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. À partager la vidéo si elle vous a plu, à parler des interludes culturels à vos voisins, à votre grand-père, à votre chien. Et puis abonnez-vous, #Naxi. Et puis merci. Non mais c'est bien s'abonner. Oui, voilà. C'est quand même bien de s'abonner. Oui. Mais #Naxi quand même. Oui, bref, donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu et cette conclusion est beaucoup trop longue. Et puis voilà.